Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 2 mars 2020. Bienvenue pour cette émission très particulière du JDL en partenariat avec la Montagne des Hautes-Pyrénées. C'est un débat filmé, inédit pour une ville de moins de 8000 habitants, diffusé à la fois sur notre chaîne YouTube et retranscrit sur le journal La Montagne en kiosque le vendredi 7 mars. Nous sommes à moins de 2 semaines du premier tour qui aura lieu le 15 mars prochain et nous accueillons 3 des 4 candidats déclarés. Messieurs, bonjour. 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 Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir accepté de participer à cet exercice démocratique qui est le débat et de répondre aux questions posées par une partie de la population bagnéraise. Nous recevons donc en premier lieu Julien Robet pour la liste Bagnères Écologie Citoyenne, suivi de Sébastien Lacrampe pour la liste Vivons Bagnères, et enfin M. Claude Casabat pour la liste Partageons une passion Bagnères du Bigorre. Vous avez chacun votre vision de Bagnères, néanmoins, vous partagez tous l'amour de cette ville, un engagement fort et le désir de débattre. C'est ce que nous allons faire directement. Marina, je te laisse énoncer les règles. Alors, comment va se passer le débat? Il y aura 12 questions, dont 4 questions de débat. Puis un temps libre de parole. Nous vous demandons d'éviter les attaques personnelles, que ce soit envers les personnes présentes ou envers les personnes absentes. Et évidemment de respecter le temps de parole des uns et des autres. Donc merci d'avance. Florence, si tu Première question. Monsieur Robet, au dernier recensement 2016, plus de 40% des bagnérés avaient plus de 60 ans. Quelle politique comptez-vous déployer à l'attention des personnes âgées, notamment des personnes dépendantes? Alors, effectivement, Bagnères du Bigorre est une ville où la population est plutôt âgée et les personnes âgées ont des besoins spécifiques. Donc, qu'est-ce que nous, à Bagnères Écologie Citoyenne, on souhaite mettre en place pour ces personnes? Ce sera surtout une plus grande part dans les décisions qui seront prises par le conseil municipal. Donc, comme tous les autres habitants de Bagnères, les personnes âgées auront un espace pour exprimer leurs besoins, pouvoir les mettre en place et répondre en fait à leurs attentes spécifiques. Donc c'est en effet 42% de la population bagnéraise qui est retraitée aujourd'hui. Donc cela nécessite forcément des actions à mettre en place. Et nous, à Vivons Bagnères, nous avons réfléchi à plusieurs pistes qui peuvent être évoquées. Donc c'est d'abord une action sur l'amélioration du maintien à domicile. Le maintien à domicile donc, qui va passer peut-être par une optimisation peut-être du portage des repas, peut-être aussi également par rapport à la qualité de ces repas qui sont servis, et où on peut arriver à produire ces repas avec une alimentation locale et bio. Ensuite, il faudra faire un diagnostic par rapport aux services à domicile qui sont sur le territoire et également les services manquants. Donc par rapport à ça, ce diagnostic-là doit être fait de façon affinée et en coordination en fait avec le département, parce que de toute façon le département est un acteur via l'APA, via énormément de services, et également ce qui serait bon également de faire, c'est peut-être une OPH spécifique, mais peut-être que je pourrais en parler un petit peu plus tard. Monsieur Casabat. Oui, d'abord, tout ne commence pas à zéro en matière d'action pour les personnes âgées. D'abord, il y a le portage des repas qui existe. La communauté commune le gère, mais la ville de Bagnères, bien entendu,
prend sa part à l'intérieur de la communauté commune. Ensuite, sur l'action du maintien à domicile, il y a déjà une OPH et une opération de rénovation des habitations avec une réduction des coûts énergétiques qui est déjà mise en route à partir de 2020. Et ensuite, la mairie a travaillé en liaison avec 2 promoteurs privés sur 2 dossiers qui peuvent toucher aussi les personnes âgées en dehors du territoire, c'est-à-dire sur des résidences autonomie senior, dans le but d'abord de loger des personnes d'un certain âge, mais également d'apporter un supplément d'activité au commerce du centre-ville, parce que ces personnes dépendantes cherchent toujours à se situer, bien entendu, le moins loin possible du centre-ville et à faire leurs courses, à vivre une vie normale dans le centre d'une localité, quelle que soit. Monsieur Robé. Donc il y a un deuxième tour de parole. Deuxième tour de parole. Donc que dire de plus que c'est le principe de ce qu'on défend, c'est-à-dire la démocratie participative, de faire en sorte et de mettre en place les moyens pour que tous les habitants de Bagnères puissent décider eux-mêmes des actions à mettre en œuvre pour répondre à leurs besoins. Donc c'est le cas pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées. Donc comme il a été évoqué à l'OPH, c'est quelque chose justement auquel on passe, mais c'est vrai que l'existant doit être optimisé et doit être un petit peu musclé, dans le sens où nous on passe à un OPH spécifique sur une opération par exemple sur l'adaptabilité des logements, les espaces de salle de bain et pourquoi pas l'intégration de la domotique aussi qui peut être également un bon atout pour les personnes à mobilité réduite et forcément les personnes âgées. Ensuite, il faut savoir également qu'il y a un grand nombre de nos concitoyens qui vivent seuls. Et bien souvent, ça va de pair avec l'âge, c'est-à-dire qu'on se retrouve rapidement isolé, seul. Donc pour ça, le tissu associatif doit être mobilisé. Et en coordination avec le CCAS, je pense qu'une action coordonnée peut aider justement ces personnes à sortir un petit peu de l'isolement et à retrouver du lien social, qu'il soit avec des personnes de leur génération ou intergénérationnel. Oui, ce qui concerne la qualité des locaux, l'accessibilité, la domotique et tout, la plupart des mesures existent déjà. Ce qu'il convient de souligner, c'est l'action, c'est très compliqué pour les personnes âgées, elles s'y retrouvent parfois pas du tout en affichage entre la communauté commune et le service communal d'action sociale. Alors, le service communal d'action sociale à Bagnères, nous n'avons pas la volonté qu'il y ait un service intercommunal immédiatement. Nous souhaitons qu'il reste à la ville. Il y a tellement à faire au niveau de la population bagnéraise. Et là, nous avons, ça va de la convivialité avec les repas ou les voyages, jusqu'au conseil, jusqu'à l'orientation, s'il y a une rénovation de logement, les revenus souvent avec la retraite, ou surtout si on se retrouve avec une seule retraite étant minime, là le CCAS intervient et oriente auprès des différents organismes, type ADIL, etc. Deuxième question, cette fois-ci qui concerne plus spécifiquement la jeunesse. Aurez-vous, messieurs, une attention particulière pour les jeunes sans emploi, sans formation, vivant à Bagnères? Monsieur Lacrampe, vous commencez par répondre, ensuite Monsieur Casabat et enfin Monsieur Robet. Donc l'isolement géographique de Bagnères fait qu'il peut être compliqué pour des jeunes qui sont sans emploi et surtout sans formation, parce que c'est peut-être le mot le plus grand quand on n'a pas d'emploi, c'est surtout de ne pas avoir de formation. Donc par rapport à ça, il faut également que la commune, pour ça, soit un petit peu la courroie de transmission afin de faire connaître les métiers et les secteurs dynamiques. Pour ça, elle doit se rapprocher des acteurs, des acteurs du domaine. Nous, notre projet d'ensemble immobilier
gravitant autour en fait, des entreprises, des services publics, et également avec la présence d'un comptoir de formation, parce qu'il n'est peut-être pas aisé pour un jeune qui n'a pas d'emploi de pouvoir se déplacer à Tarbes pour pouvoir avoir accès donc à ces comptoirs-là, donc faire le maximum pour que ces comptoirs puissent exister. Et ainsi, à l'intérieur de ce pôle en fait, d'activité économique que nous voulons centraliser donc près de la mairie, donc proche du centre-ville, pouvoir également avoir accès à un espace qui serait dédié pour des formations à distance. Monsieur Casabat. Par rapport aux jeunes et aux problèmes de l'emploi, d'abord sur le site de Bagnères, on a une maison France Service en expérience. Cette maison France Service, bon, c'est géré en liaison, bien entendu, avec la communauté des communes qui a toujours les services à la personne et tout. Et je rappelle la communauté des communes où la ville de Bagnères s'implique au maximum. Alors, pour cette raison que nous avons aussi mis dans ces locaux de la maison France Service, mais en restant indépendant, le CCAS. Parce qu'il faut une porte d'entrée, effectivement. Le maire ou la mairie, c'est la porte d'entrée pour les jeunes, pour les plus âgés. Donc ils vont au CCAS et on les oriente vers la maison France Service où il y a la partie Pôle emploi. Alors on peut toujours dire qu'il manque des permanences, on peut toujours dire qu'il manque des permanences CAF ou en emploi ou en social, mais ils ont une maison commune où il y a une première porte d'entrée, où on les aide au niveau du numérique s'ils ont besoin d'accomplir des formalités. Ce n'est pas toujours l'idéal, mais je ne sais pas si quand ils vont dans la préfecture, au niveau de la ville de préfecture, ils ont aussi l'idéal en arrivant dans un service. Alors au sujet des jeunes, sans emploi et sans formation, nous ce qu'on aurait à dire, c'est qu'effectivement notre territoire est un territoire dont la population est plutôt âgée, donc on manque de jeunes, on est un territoire qui est déséquilibré de ce point de vue-là, donc on a vraiment besoin d'attirer les jeunes, de les faire venir, mais aussi de les faire rester, ceux qui sont nés ici. Ce sont les jeunes qui contribuent notamment au dynamisme du territoire. Et au sujet de l'emploi, on a cette chance et cette opportunité qui nous est offerte par la transition écologique. Donc la transition écologique, c'est un moyen pour aussi répondre aux enjeux actuels. Et pour cela, il y a énormément d'emplois qui sont... c'est énormément d'activités qui permettent de mettre en place des emplois. On a aussi l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée qui pourrait être mise en place sur le territoire et qui pourrait répondre à ces enjeux de ces jeunes sans emploi. Au sujet des formations, nous on considère que toutes les personnes ont des compétences et que ces compétences peuvent être mises en œuvre pour le territoire et pour différentes activités. On va donc faire un deuxième tour, monsieur Lacrampe. Donc toujours pareil sur un complément de ce que j'évoquais dans la première partie. Cet ensemble-là, que nous n'avons pas encore baptisé, vous voyez, là aussi on utilisera peut-être la démocratie participative pour baptiser, cet ensemble-là, donc, qui gravite en fait autour, comme le dit justement Claude Casabat, de la maison France Service. Il ne faut pas se contenter finalement de cette maison France Service et derrière justement c'est une opportunité pour avoir vraiment un pôle dynamique. La problématique du jeune sans formation et sans emploi, tout comme l'individu, j'ai envie de dire, pourquoi le jeune, un individu sans formation, c'est qu'à un moment donné il peut y avoir un décrochement et il peut y avoir, j'ai envie de dire, un éloignement par rapport au monde de l'emploi. Donc si on arrive à l'intérieur en faisant fonctionner côte à côte cette maison France Service et des entreprises, eh bien, ça peut créer finalement une dynamique où la personne va rencontrer des acteurs du domaine économique et pourra se raccrocher peut-être plus facilement à un métier ou quelque chose, et découvrir des métiers peut-être auxquels il n'aurait pas pensé. Ma récente expérience de maire me fait dire que
bon, nous devons chacun rester un peu à notre place dans le développement des attributions. Il faut surtout accueillir les jeunes au niveau d'une mairie ou du CCAS ou de la maison France Service, de tout ce qu'ils arrivent à franchir une porte. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on leur a fait franchir cette porte, il faut effectivement les aider, mais là ça devient le problème des professionnels, type Pôle emploi, type cellule de formation particulière, ça devient un problème des professionnels pour les amener jusqu'à l'employeur. C'est fini le temps pour celui qui est sans emploi, où on pouvait passer un coup de fil à un chef d'entreprise pour lui dire tu vas m'embaucher un tel. S'il n'a pas de qualification, il ne sera pas pris. Le problème, c'est ceux qui ont décroché qu'il faut aider. Et pour ça, il y a l'action du département, qui par rapport au RSA, essaie de sortir les jeunes qui sont en RSA pour les faire partir vers l'emploi. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas soutenu, nous, l'action nationale de territoire zéro chômeur. Elle est certes très intéressante, mais déjà les aides sont finies en 2021. Voilà pourquoi on n'y va pas. Enfin, M. Robert. Alors, moi, ce que je constate pour les jeunes, c'est que aujourd'hui, la société, elle manque de sens et que on a besoin aujourd'hui de mettre du sens dans le métier qu'on occupe. Donc, c'est encore une fois la transition écologique, c'est un thème et des enjeux qui sont majeurs aujourd'hui. Et les personnes il y a beaucoup de jeunes en France en fait qui aspirent à vivre autrement, à travailler autrement. Et notre territoire, le territoire d'Alloz de Bigorre, il a tous les atouts pour répondre à ces attentes. C'est-à-dire on a un territoire qui est magnifique. Et si les 15 et 22 mars, les élus qui seront en place donnent des messages très forts en faveur de la transition écologique, je suis persuadé que ça répondra aux attentes des jeunes et que ça nous permettra aussi d'en accueillir beaucoup dans les années à venir et de répondre à cet enjeu de rééquilibrer la balance des âges sur notre territoire. Troisième question, Monsieur le maire. Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes qui date du 4 avril 2018, je cite, « La situation financière de la commune est en voie d'amélioration, mais des signes de fragilité persistent. Les taux de la fiscalité locale sont élevés, de même que l'endettement, qui rapporté au nombre d'habitants, est encore 2 fois supérieur à celui de la moyenne des communes des 2 strates démographiques pertinentes. Quelles seront vos priorités en termes de budget pour les 6 ans à venir ?» D'abord, aujourd'hui, je suis le candidat et je ne suis que le maire sortant. Je ne suis plus le maire, tout simplement. Et je tiens à le préciser par correction vis-à-vis des autres candidats. Ensuite, au niveau de la fiscalité locale, et de ce rapport de Chambre régionale des comptes, mais ça me confirme dans l'analyse que j'en avais, que nous sommes... Bien sûr que ça peut paraître catastrophique quand les choses sont présentées comme ça par la Chambre régionale des comptes, que les chiffres sont trop élevés, que l'endettement est trop élevé, que l'impôt est trop élevé, mais ils ne donnent pas la solution aux élus. Alors quelles sont les solutions? Et pour moi, c'est celle que nous avons prise. Des endettements au cours du dernier mandat de 6,4 millions, c'est pas mal en 6 ans, et ensuite une baisse d'impôt en cours de mandat que nous avions faite sur la taxe habitation et sur le foncier. Mais pour faire ça, il faut aller plus loin. C'est pour ça que je me bats depuis 3 ans que je suis maire, et j'avais commencé un peu avant aussi, mais avec moins de pouvoir, pour faire un pacte fiscal avec la communauté commune. Alors c'est un bien grand mot, mais il faudra bien arriver à se dire les choses très correctement entre les villages et le bourg-centre. Oui. Au sujet de la fiscalité, alors, pour répondre à la transition écologique, il va y avoir besoin de faire des investissements sur notre territoire, dans différents domaines, par exemple dans le domaine des mobilités, mais aussi dans le domaine de l'isolation,
pour réduire notre consommation d'énergie fossile. Alors, pour financer tout ça, il y a énormément d'aides qui sont déjà présentes aujourd'hui et qui le seront encore plus demain. Des aides qui viennent principalement de l'Europe, de l'Union européenne, de l'État, de la région, des départements. Et on a besoin d'avoir une politique active pour aller chercher ces aides pour pouvoir mettre en œuvre cette transition écologique sur ce territoire. Donc les priorités au niveau du budget, il ne faut surtout pas raisonner à budget constant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se donner les moyens également d'aller peut-être trouver de nouvelles recettes. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, peut-être faire des arbitrages budgétaires. Aujourd'hui, nous avons peut-être des investissements, nous avons peut-être de l'actif immobilier dormant, et peut-être des arbitrages sur ces actifs immobiliers dormants permettront de dégager un petit peu plus j'ai envie de dire, de marge. Je reviens sur le pacte fiscal qu'évoquait Claude Casabat. C'est forcément qu'il y a une remise à plat nécessaire à faire. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, cette remise à plat doit être faite sur un projet global. Et aujourd'hui, un discours qui consisterait à dire Bagnères, qui consisterait à opposer Bagnères et les villages autour, et à l'inverse également les villages autour contre Bagnères, ce discours-là, il faut absolument qu'il cesse, parce que c'est ce discours qui nous freine depuis des années et des années. Et donc forcément, il faut avoir d'abord une discussion pour avoir une vision commune, et ensuite derrière viendra la question des chiffres. Deuxième tour, le discours avec les villages et Bagnères, effectivement, en position idéaliste, c'est toujours facile. Il faut être élu et le vivre pour le comprendre. Et forcément, quand on demande à quelqu'un de payer 1 euro de plus, ça devient dramatique. Donc il faut continuer à expliquer. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Je pense par exemple que dans certaines communes, oui, c'est demandé pour dégager la communauté commune de certaines choses, par exemple pour les personnes âgées. Pourquoi on ne demanderait pas à chaque commune de payer le surcoût de repas pour ces personnes âgées? Quand la communauté commune a un prix de revient à 10 euros pour un repas, qu'elle le vende à 3,50 euros, c'est la communauté commune qui encaisse, qui prend ces déficits en charge. Pourquoi ça ne serait pas chaque commune pour ces personnes âgées? Moi, je suis prêt à le faire pour la ville de Bagnères, même si ça nous fait perdre de l'argent. Mais certaines communes qui ont 100 habitants, pour 3 personnes âgées, ne sont peut-être pas encore prêtes à le faire en temps de cela. Il faut que la communauté amène le cadeau de Noël, comme on dit. Ça, c'est fini. Le cadeau de Noël, il est terminé. Dans la fiscalité comme elle est actuellement, la communauté commune, ce n'est plus possible. Donc c'est là-dessus que nous avons des échanges qui sont parfois un peu tendus, mais ça ne va pas plus loin. Monsieur Robé. Donc encore une fois, pour répondre à la transition écologique, des investissements sont nécessaires. Ils peuvent se faire sans augmentation des impôts locaux, grâce aux subventions qui vont être mises en œuvre au niveau de l'Europe et des différentes structures des collectivités. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder, c'est au niveau de la communauté de communes. On a un souci aujourd'hui au niveau de la différence au niveau des impôts locaux entre les différentes communes. Il y a une forme d'injustice, une forme d'inégalité, et donc on va devoir travailler à une harmonisation des différents impôts. Pour donner un exemple, à Bagnères, on a environ 19% de taxes foncières, quand dans d'autres communes limitrophes, on a de la CCHB, on a environ 1%. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'équité, il y a un problème de solidarité au sein de la communauté de communes, et c'est vraiment un enjeu majeur du monde à venir. Moi, je voudrais revenir sur le désendettement. Il faudrait faire attention à ne pas véhiculer un message qui consisterait à dire que
ou une action qu'en désendettant Bagnères et en reportant la charge sur la CCHB, on fait une action positive. Parce que le portefeuille, in fine, c'est le même, c'est celui des Bagnères. Donc attention à ce type de mouvement là, comme ça qui pourrait être finalement qu'un tour de passe-passe, parce qu'au final c'est le contribuable qui paye la même chose. On change juste les chiffres d'une colonne à une autre. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller trouver de nouvelles recettes. Des nouvelles recettes, ça peut être également des nouveaux investisseurs. Tout ça, ça passera par l'attractivité, par le développement économique, par la dynamisation de l'économie. Et j'ai envie de dire, de trouver des investisseurs et trouver des capitaux, je me sens pas trop mal placé, pour la simple bonne raison que là, en termes d'expérience, je pense que je suis pas trop mal, puisque ça reste mon travail quotidien. Alors pour la question suivante, nous allons prendre un peu de hauteur. Cette année, à la Mongie, il y a un déficit en neige. D'autre part, la concurrence est rude. Pour autant, 65% des actifs bagnérés vivent du tourisme, notamment du tourisme hivernal. Comment envisagez-vous l'avenir de la Mongie? Monsieur Robet, vous commencez, ensuite Monsieur Lacrampe et enfin Monsieur Casamat. Alors, oui, effectivement, avec la Mongie, il y a du travail. Aujourd'hui, à cause du dérèglement climatique, la situation de l'industrie du ski est très problématique, notamment dans les Pyrénées et plus spécifiquement aussi à la Mongie. Nous souhaitons instaurer une véritable démocratie participative et nous pensons qu'une bonne décision, c'est le fruit de l'intelligence collective. Donc, comme beaucoup de sujets majeurs pour le devenir du territoire, nous souhaitons mettre en place des véritables instances démocratiques, citoyennes, où tout le monde peut avoir accès aux informations nécessaires à une bonne décision. Donc c'est ce qu'on souhaite mettre en place, notamment pour le sujet de la Mongie. Monsieur Lacrampe. Pour la Mongie, certes, les événements et le dérèglement climatique, comme le soulignait M. Robet, ont mis en lumière en fait la grosse problématique de se baser sur une économie basée sur un événement aléatoire. Donc ça fait derrière une économie qui est elle aussi aléatoire. Donc par rapport à ça, de plus, la forte concurrence de ces dernières années entre les différentes stations des Hautes-Pyrénées et les projets plus qu'hasardeux n'ont pas permis, de toute façon, là, on peut passer au projet 360, n'ont pas permis de remettre la Mongie, qui est quand même le plus grand domaine skiable des Pyrénées, en haut de l'affiche. Donc par rapport à ça, nous on pense que c'est une opportunité, malheureusement, cette problématique de neige, pour faire de la Mongie, dans un premier temps, déjà un village. Un village, ça doit être un espace où on peut, et où on a envie de vivre à l'année. Comment? Peut-être en restructurant un petit peu l'offre immobilière, et ça je pourrais vous en parler un petit peu plus tard. D'abord, à ce jour, la saison est peut-être mauvaise, mais il y a 13% de plus de jours de ski. Donc, lorsqu'on est élu, si on est pessimiste, il vaut mieux rester à la maison. Donc, augmentation des jours de ski par rapport à 2 saisons, il faut être objectif, tout à fait moyenne. On n'a pas contesté une évolution climatique. Par contre, sur un délai de 1 an et demi, il y a un CIVU qui gère le domaine skiable, parce que là on sort carrément de la collectivité quand même. Il y a un CIVU avec les 2 versants qui ont fait le domaine du Grand Tourmalet 360, qui, dans les résultats, est la première station des Pyrénées. Donc, pas si mauvais que ça non plus au classement. Ce n'était pas le cas avant. Par contre, quand les résultats sont insuffisants, eh bien, les banques ne prêtent plus.
Donc si on veut investir, il faut trouver des solutions. C'est ce sur quoi nous avons travaillé. Et surtout, ce qui existait avant, c'était que là, s'il y avait dette, ça allait rester entièrement sur le dos des contribuables. On l'a modifié. Donc, loin d'être pessimiste pour l'avenir de la Mangie, on souhaite juste être réaliste et prendre en compte les données qui sont en notre possession, à savoir que l'industrie du ski dans les Pyrénées n'a pas d'avenir. C'est un fait, il faut l'accepter et arrêter de se voiler la face. Aujourd'hui, effectivement, si le nombre de forfaits de ski est plutôt bon, d'après la direction de la station, on le sait, c'est surtout grâce à la neige artificielle. Les vacanciers viennent skier à la Mangie sur de la neige artificielle produite à partir des canons à neige nombreux. Donc il y a une vraie problématique sur ce sujet. Il faut qu'on y travaille tous ensemble et il y a de nombreuses opportunités qui s'offrent à nous pour répondre à ces enjeux. On a vu aussi depuis la semaine dernière que les saisonniers qui travaillent à la Mangie sont en grève, que leurs conditions de travail sont de plus en plus problématiques et qu'ils ont aussi des messages très forts à nous donner. Et on souhaite également les soutenir et travailler avec eux pour les années à venir. Pour revenir sur la Mangie et les solutions, du coup, parce que quand même on n'est pas pessimiste, c'est pas parce qu'il y a une problématique avec l'enneigement. On ne sait pas aujourd'hui s'il n'y aura plus de neige ou s'il y en aura. La grosse problématique, c'est le changement climatique qui engendre des gros aléas. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir énormément, comme pas du tout. Donc c'est pour pallier en fait à cet aléa et à cette économie sinusoïdale, j'ai envie de dire, ce qu'il faut arriver à trouver, déjà, c'est des activités, la fameuse activité 4 saisons. Moi, j'aime pas ce mot 4 saisons parce que ça fait des années qu'on entend les activités 4 saisons, mais on ne voit rien arriver. Donc, c'est une activité annuelle à la Mangie. Derrière, ça inclut quoi? Donc, la modification et la mise en place au niveau du PLU pour rendre vraiment cette station et ce village attractif. Et ensuite, derrière, pour revenir sur ce que disait Claude Casabat, sur la société d'économie mixte qui a été créée, aujourd'hui, on a créé une structure qui est là juste pour combler le déficit, parce que, in fine, même s'il peut y avoir des journées de ski supplémentaires, l'activité étant déficitaire, on creuse un trou année par année. Donc, des solutions, je suis convaincu qu'il y en a. Par contre, il faudrait peut-être changer les zones. Sur le domaine skiable toujours, puisqu'il faut en rester là, d'abord la dernière année n'est pas déficitaire, puisque sur 2 millions de déficits cumulés qu'il y avait, nous en compensons 1 million, ça veut dire qu'il y a eu bénéfice d'1 million. Ensuite, entièrement d'accord, puisque c'est pour cela que nous créons une société économie mixte, pas pour combler un trou, mais pour pouvoir investir, c'est ce qui nous permet d'avoir des crédits, pour passer effectivement vers ce qu'on appelle aussi un tourisme 4 saisons, mais une fois qu'on a dit ça, tout est terminé. Non, ce versant, il y a eu du retard. Ce n'est pas moi comme maire depuis 2 ans qui suis fautif de tout le retard. Voilà, même si je suis solidaire des années antérieures. Par contre, de l'autre côté du versant, ils ont peut-être pris un peu plus d'avance que nous. Il y a tout ce qui se fait autour du vélo, tout ce qui se fait autour de la randonnée, il y a beaucoup à faire. Et ensuite, ce n'est plus un PLU, pour répondre à M. Lacrampe, c'est un PLUI intercommunal, mais nous avons dans le cadre du SCOT réservé des zones qui nous permettent de faire des aménagements immobiliers. Ces aménagements immobiliers sur lesquels il y a déjà eu un travail de fait. Je pense qu'avant la période électorale, si on avait sorti un projet comme ça, on m'aurait accusé de mettre pendant la campagne à en profiter.
Nous allons passer à d'autres questions, pas forcément plus courtes, mais vous n'aurez pas de deuxième temps de parole, un seul temps de parole donc par candidat. Monsieur Lacrampe, à partir du 1er janvier 2022, c'est demain, les cantines scolaires auront pour obligation d'introduire 50% de produits locaux ou sous signe d'origine ou de qualité, dont 20% de produits bio. Qu'allez-vous faire pour mettre en place une restauration collective durable? Et avez-vous la volonté d'aller plus loin? Alors la volonté d'aller plus loin, nous l'avons, parce qu'il y a beaucoup d'exemples en France sur des collectivités qui ont notre taille et notre spécificité, qui ont réussi à mettre en place des choses. Il faut se donner les moyens de faire ça, des moyens humains, parce que ça passe aussi par des techniciens. Et donc sur ce dispositif-là, nous sommes convaincus qu'on peut tenir un objectif à fin de mandat, à avoir une cuisine centrale qui produit des repas locaux et ou bio à 100%. Ça existe déjà, ça va engendrer un surcoût au niveau des repas, mais aujourd'hui nous sommes convaincus que les citoyens sont prêts à rajouter peut-être 50 centimes sur un repas si derrière c'est fait pour manger plus sainement. Alors, sur la qualité des repas et l'évolution, la cuisine centrale, d'abord, je voulais le souligner, confectionne aussi les repas pour les personnes âgées dont nous parlions dans une question précédente. Et je pense qu'au niveau de la qualité, avec un contrôle de la diététicienne, nous sommes quand même pas mal lotis. Par contre, il y a des évolutions positives à faire, mais nous sommes déjà dans un taux de fourniture important de produits locaux et nous avons aussi la plateforme Happy Saveur du conseil départemental avec qui nous travaillons. Mais il y a surtout des produits locaux ici. Il y a toutes les boulangeries bagnéraises et des boucheries qui savent de quoi on parle puisque nous faisons travailler les petits commerces bagnérés. Quant à la politique tarifaire, je suis très très prudent parce que quand on augmente le repas de 50 centimes, pour le moment, c'est la commune de Bagnères, par exemple, qui les prend en charge. Parce que nous sommes dans des prix très bas et il faut continuer à les maintenir. Au sujet donc, de la restauration collective, effectivement, l'alimentation est un enjeu majeur pour chacun d'entre nous. Et il est important que les collectivités mettent en place des politiques actives pour permettre au plus grand nombre de pouvoir se nourrir sainement. Donc ça passe notamment par de la sensibilisation auprès des habitants sur se nourrir sainement et aussi par la production d'une alimentation locale et bio, en tout cas de tendre vers le 100% bio, de tendre vers le 100% local, c'est vraiment un objectif majeur. On a notamment pour projet de mettre en place une ou plusieurs régies municipales agricoles pour pouvoir fournir en produits bio et locaux la cuisine centrale. Monsieur Casabat, c'est la commune qui délivre les permis de construire. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le potentiel de terrain constructible sur la commune de Bagnères. Quelle sera votre politique sur le sujet? D'abord, la politique du maire de la commune de Bagnères doit se mettre dans la ligne de la politique du SCOT qui vient d'être arrêtée au niveau de la communauté commune. Il est validé. Partie des premières communautés communes à avoir le SCOT validé. Comme disait le président, je pense qu'il est assez vertueux par rapport à la protection de l'espace agricole. Nous avons des possibilités. D'ailleurs, il y a un lotissement en cours et un autre lotissement en projet, parce que j'ai entendu que le maire de Bagnères ne se préoccupait pas du logement des emplois de CAF. Ben oui, c'est bien sûr que ça préoccupe, donc c'est fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout la rénovation de logements existants, même allant jusqu'à la démolition et reconstruction, pourquoi pas.
tout en préservant, bien entendu, quand on va cette manière, le caractère architectural. Pardon. Alors effectivement, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, c'est une compétence majeure du maire et des collectivités locales. Et c'est aussi un des enjeux majeurs de la transition écologique, à savoir que aujourd'hui, arrêter de construire et de grignoter les terrains agricoles de notre territoire, c'est un enjeu majeur. Donc nous, on souhaite prioriser la rénovation et l'utilisation du bâti existant plutôt que de construire de nouveaux bâtis. Et cette rénovation permettra aussi de contribuer aux économies d'énergie qui sont nécessaires à cette transition. Compte tenu de la vacance actuelle des immeubles en centre-ville, y compris des immeubles communaux, y compris des immeubles appartenant à la commune, forcément, des nouvelles constructions en périphérie ou à l'extérieur de la ville ne sont pas du tout la priorité. Surtout que ça vient en contradiction avec ce qu'on évoquait à la question précédente au niveau des... Si on veut développer, à un moment donné, une agriculture agricole et biologique en périphérie de Bagnères, on ne peut pas en même temps aller grignoter des terrains pour construire des maisons, et bien souvent en plus c'est des résidences secondaires. Donc ça passe bien évidemment par la rénovation du parc immobilier existant. Des incitations fiscales peuvent être mises en place. Et surtout derrière, pour aller plus vite, peut-être faire une société d'économie mixte à vocation immobilière. On arrive à faire des sociétés d'économie mixte pour faire du ski, on doit pouvoir en faire pour rénover les bâtiments. Bien, nous allons dès à présent aborder le volet sur l'eau. À Bagnères, la gestion de l'eau est confiée à Veolia. Comptez-vous chacun reprendre cette gestion et le cas échéant, pourquoi? Alors la question de l'eau est une question importante. Effectivement, aujourd'hui, de mettre en place une régie communale de l'eau est un enjeu majeur pour la ville de Bagnères. C'est une opération compliquée, il faut s'y attacher dès le début du mandat pour pouvoir espérer mettre en place une régie de l'eau dans les années à venir lors de la renégociation du contrat avec Veolia. Et on s'y attachera dès qu'on sera en position. Sur la gestion de l'eau, dans un premier temps, il faut rendre à César ce qui lui appartient, puisque c'est la municipalité actuelle qui a délégué à un prestataire privé la gestion de l'eau. Mais derrière, j'ai envie de dire, il n'y a pas de dogme là-dessus. Pour la simple bonne raison qu'il va falloir évaluer la pertinence de la délégation de services publics ou pas. Par rapport à tout ça, il y a également, parce qu'il y a l'eau et il y a l'assainissement, l'eau qui est pompée par Veolia et qui ensuite est consommée à Bagnères n'est pas une part, n'est pas l'intégralité en fait de l'eau, puisqu'il y a une grosse part qui est revendue sur Tarbes Sud. Donc tous ces éléments doivent être évalués sereinement pour qu'au moment de la renégociation du contrat, qui va arriver en cours de mandat, on ait suffisamment d'éléments pour réfléchir à la pertinence de ou la régie, enfin, ou stop, ou on continue avec Veolia, ou on stop. Une précision, pas de confusion, c'est la municipalité actuelle, non. C'est depuis plusieurs municipalités, depuis plusieurs mandats, puisque ce sont des délégations de services publics. Il y a consultation chaque fois, ça peut être Veolia ou une autre entreprise privée, ou ça peut être, dans la délibération du conseil municipal, une régie municipale. Cela n'a pas été voté, le choix d'une DSP a été fait, et lorsque le choix de la DSP a été fait, à la consultation, c'est Veolia qui l'a emporté. Ensuite, il faut distinguer la production de l'eau, avec le site de Médouce notamment, et nous avons également la situation à la Mongie,
et la distribution de l'eau. Veolia, actuellement, Veolia ou Onox, ça serait pareil, a les deux, production et distribution. L'usine de Médouze va être reconstruite. J'ai volontairement retardé après les élections, pourquoi? Parce qu'on peut s'interroger. Si on prend la production directement, si on la prend avec un syndicat de production, si on la prend Bagnères tout seul, déjà nous avions freiné pour ne pas partir à la communauté des communes parce que nous serions rentrés dans des discussions à n'en plus finir et cette usine de Médouze, il faut la faire au plus vite. Elle a déjà dépassé le nombre d'années d'exploitation qu'elle devrait avoir. Donc moi je l'ai dit au préfet, il y a un risque de problème sanitaire, il faut construire au plus vite. Il a été évoqué donc, la démocratie participative. Alors justement, on va y rebondir. Êtes-vous prêt à mettre en place des outils de démocratie participative? Si oui, lesquels et dans quel délai? C'est à M. Lacrante de Voilà. répondre. Donc la démocratie participative, on l'a tous compris, on l'a tous bien vu, c'est un sujet commun, je pense. Tout le monde s'en est saisi. Là, pour la peine, pour avoir lu la presse un petit peu ces dernières semaines, tout le monde s'est saisi du sujet. Ensuite, il y a comment on l'a fait, comment on la met en œuvre. Donc il y a des outils. Il y a des outils qui peuvent être simples et être mis en place immédiatement. Ces outils-là, ça passe déjà par un conseiller municipal par quartier, ça réellement identifié. Un autre outil, ça peut être des réunions de quartier qui peuvent avoir lieu tous les 6 mois. Et également, utilisons les nouvelles technologies aussi, j'ai envie de dire, et les anciennes technologies, avec à la fois un forum internet et derrière un cahier de doléances. Bien sûr, tout ceci, l'action la plus emblématique doit passer au travers d'un budget participatif. Nous avons d'autres propositions qui sont consultables pour la peine sur notre site et le programme, mais tous ces moyens-là, tous ces outils-là doivent être fabriqués ici. J'ai envie de dire made in Haute-Bigorre et Bagnères. Parce qu'on ne peut pas arriver et importer des outils d'ailleurs et les appliquer et faire un copier-coller sur le territoire. Ce seront des outils qui ne nous ressembleraient pas et là pour la peine on n'est pas du tout dans l'ADN de la démocratie participative. Alors la démocratie, un exercice difficile. D'abord, il y a des élections. Il y a des élections, il y a un conseil municipal qui est élu. Ce conseil municipal élit un maire. Et bien entendu, après, il faut trouver un moyen d'équilibre avec les citoyens. Mais le premier acte fondamental de la commune, c'est l'élection au conseil municipal. Et en plus, l'électeur coche aussi, nous avons coché, les conseillers communautaires. C'est pareil pour la communauté commune. Cette démocratie participative, moi j'ai eu à l'appliquer quand le président de la République a demandé les débats sur différents thèmes. J'étais le seul maire, je me suis retrouvé seul maire, tout le monde en parle maintenant au moment des élections, mais j'étais le seul maire à organiser ces débats. Ils sont d'ailleurs pas mal passés. Il y a eu des cahiers de doléances derrière, alors cahiers ou plateforme numérique, peu importe, hein, chacun fait à sa méthode. Hein. Il y a celui qui veut le numérique, celui qui veut le papier. Le tout, c'est de recenser les idées et surtout d'en sortir quelque chose. Les réunions de quartier, mon prédécesseur avait prévu ça dans le programme. J'étais dans cette majorité. Mais nous savions qu'il ne le ferait pas. Nous savions qu'il ne le ferait pas. Moi, par contre, je les ai relancés dès que j'ai été maire. Je pense que la périodicité, parce qu'après, il faut tenir le rythme, la périodicité de 6 mois est excellente. Après, ça mérite réflexion et échange avec les habitants. Le conseiller de quartier, pas du tout. Il y a un maire pour la commune, il y a une équipe d'adjoints, il y a une équipe de la majorité et on essaie de travailler avec l'opposition le mieux possible. La démocratie participative, alors c'est avant tout une réponse en fait à la crise démocratique et à la crise sociale qui traverse notre pays, mais aussi notre territoire. On le voit avec effectivement le grand débat national qui a été mis en place l'année dernière, qui est issu du mouvement, qui est une réponse du gouvernement au mouvement des Gilets jaunes,
qui est donc un mouvement social qui a lieu sur notre territoire depuis 1 an et demi maintenant. On a donc besoin de refonder la démocratie, de refonder la manière dont on décide de ce qui est mis en œuvre sur notre territoire. On a besoin de redécouvrir le sens du débat, de redécouvrir le respect de la parole des uns et des autres, de fertiliser les différents avis, les différentes expertises. Et on a besoin surtout d'élaborer des propositions concrètes et de les mettre en œuvre. C'est-à-dire comme il ne faudrait pas que la démocratie participative ce soit juste ce qu'a été le grand débat national l'année dernière, c'est-à-dire une écoute qui n'est pas suivie d'action. Aujourd'hui, on a besoin de mettre en place des choses pour répondre à cette crise démocratique. Nous, avec Bannière Écologie Citoyenne, c'est déjà ce qu'on fait au cours de notre campagne. On a déjà effectué plus de 10 réunions publiques qui expérimentent les différents outils de la démocratie participative et le mandat à venir sera l'occasion de les expérimenter avec l'ensemble de la population de Bagnères, mais aussi du territoire de Haute-Bigorre. Monsieur Kezabat, Bagnères est une commune paisible au regard de notre territoire où il fait bon vivre. Cependant, certains habitants se plaignent d'incivilité et d'insécurité, notamment aux abords de la médiathèque. Quelle évaluation faites-vous de cette situation? Alors, les incivilités. Moi, je bondis quand on vient de dire 74% des incivilités de la communauté commune se situent sur la commune de Bagnères. Ben oui, il y a un petit peu plus de chances que ça se situe dans l'endroit où il y a un regroupement de population plutôt que dans une commune de 50 ou de 60 habitants. Il y a plus de chances. Mais il y a des évolutions. Les villes autour de nous sont passées de manière obligatoire pour certaines, de manière optionnelle pour d'autres, à des systèmes de vidéoprotection. Or, nous savons que quand il y a ces systèmes utilisés pas trop loin, d'autres peuvent en pâtir au niveau de l'évolution des incivilités. En ce qui concerne les incivilités, on ne va pas tout régler avec la vidéoprotection. Il y a surtout beaucoup de prévention à faire auparavant. On me cite la médiathèque, bien entendu j'étais au courant, il y a d'autres endroits sur Bagnères, il y a d'autres endroits très précis auxquels je pense. Il y a toutes des actions de prévention à faire. Il y a des actions, ce n'est pas forcément l'éducateur de rue qui est la solution, ce sont des actions de prévention, des partenariats. Alors, mairie, police municipale, gendarmerie, éducation nationale, c'est ces partenariats qu'il faut mettre en place. Ce qui ne paraissait pas peut-être très urgent au début du dernier mandat, commence un peu à le devenir, mais surtout de grâce, Bagnères n'est pas Chicago. Chaque habitant a le droit, et chaque curiste a le droit à la tranquillité, et je pense quand même qu'il l'a en règle générale. Alors au niveau des incivilités, bon, je pense que Bagnères et le territoire de Haute-Bigorre, pas non plus un territoire qui est très dangereux et qui subit beaucoup d'incivilité par rapport à d'autres, à ce qui se passe en France, dans d'autres villes, dans d'autres communes. Donc on a cette chance-là d'abord. Et nous, ce qu'on a constaté, c'était qu'il y avait par exemple des problèmes au niveau des excès de vitesse en centre-ville qui sont dangereux à la fois pour les habitants, mais aussi pour les personnes qui font ces excès de vitesse, qui se mettent en danger eux-mêmes. On pense que la réponse ne doit surtout pas être uniquement de mettre des caméras de surveillance. Il ne faut pas en profiter pour restreindre nos libertés individuelles. Il y a vraiment des choses à faire, mais il faut accompagner ces personnes qui sont en souffrance avant tout. Si les incivilités, c'est avant tout une expression de la souffrance. Et donc on peut accompagner ces gens avec plus de présence, donc d'éducateurs, et aussi en redonnant du sens et aussi des espaces où ces personnes peuvent s'exprimer, peuvent se réimpliquer dans la société et pour reconstruire ensemble notre territoire.
Je suis heureux de voir que nous avons un point commun, c'est que nous sommes convaincus tous les trois que la vidéosurveillance n'est pas la solution. Je vais vous dire, ces incivilités, il y a 10-15 ans, ça n'existait pas, voire peu. C'est un problème croissant, mais il ne faut pas pour autant, voilà, parce que c'est vrai que c'est sûr que si on se compare à Toulouse, à Bordeaux ou d'autres grandes métropoles, forcément, à Bagnères, vous êtes plutôt tranquille. Mais il ne faut pas quand même laisser ces petites choses qui empoisonnent en fait, le quotidien des Bagnérais se banaliser. Donc, hors de question de cacher ça sous le tapis, il faut parler, il faut de l'humain. Contrairement à Claude Casamas, je pense que les éducateurs de rue sont une bonne solution. Et ensuite, un renforcement des pouvoirs de la police municipale peuvent être une bonne solution aussi, ainsi que peut-être des horaires peut-être modifiés au niveau de la police municipale pour qu'elle puisse intervenir peut-être un petit peu plus tard. Parce qu'il est rare que ces personnes qui traînent la nuit soient debout à 8h du matin ou à 9h. Et donc voilà, pour essayer de recadrer un petit peu tout ça. Et donc ça passe à la fois par, comme je vous ai dit, de la prévention avec les éducateurs de rue, mais que la police municipale puisse avoir un pouvoir renforcé pour mettre fin à toutes ces incivilités ainsi que les dégradations de l'espace public comme on a connu sur le parvis de la médiathèque. Monsieur Robet, la ville de Bagnères a un tissu associatif envié. Si vous êtes élu, comment l'entretenir ? Eh ben, en lui faisant confiance à la créativité des différentes associations, en faisant confiance aux expertises des personnes qui composent ces associations, qui se mobilisent dans ces associations, en leur donnant les moyens, alors que ce soit au niveau de subventions ou au niveau de la mise à disposition de locaux, mais également la mise à disposition d'espaces ou de lieux où ils puissent être plus visibles et pour que les habitants puissent mieux connaître les associations locales et s'y investir. Et on pense que les associations ont un rôle majeur à jouer pour Bagnères et la communauté de communes. Ce tissu associatif qui est une de nos richesses, il faut quand même rendre de la clarté dans les actions et les missions en fait, de ce tissu associatif vis-à-vis de la population. Là aussi, donc, dans un souci de transparence, il faut adopter la culture de l'objectif commun. L'objectif commun entre l'association et la municipalité, afin que chacun soit impliqué et fier de sa participation à notre cité. L'objectif commun, comment il se pilote? La confiance, je suis d'accord, mais il y a un adage qui dit la confiance n'excluant pas le contrôle, c'est bien aussi, mais le contrôle dans la transparence. Pour nous pensons que peut être mis en place un collège composé d'élus et de membres associatifs lors de l'attribution justement des subventions. Certaines subventions vont avoir des besoins financiers, forcément, d'autres des besoins au niveau des locaux, d'autres ça peut être du matériel, et d'autres des besoins humains. Parce que dans certaines associations, là, quand même, elles souffrent de la crise du bénévolat, et certains manquent de bras. C'est des bras qu'il faut dans certaines associations. Et ensuite, il y a également des associations qui sont plus proches de structures professionnelles que d'autres. Donc peut-être aider ces associations-là à ouvrir des portes pour qu'elles aillent chercher du sponsoring et qu'elles puissent aller se développer. Et, enfin, voilà. Mais c'est un travail qui doit se faire, c'est du cousu humain qu'il faut faire, c'est du cas par cas. Vous ne pouvez pas discuter de la même chose avec le rugby que vous discutez avec une association qui serait de jumelage ou solidaire. S'il y a un tissu associatif riche, c'est dû aux bénévoles des associations, mais c'est dû aussi à l'action des municipalités successives qui l'ont soutenu. Nous avons
développer, et nous allons continuer à les développer, nous proposons des actions, des contrats d'objectifs avec les associations. Ça permet l'échange et ça permet également de bien recenser les besoins de chacune. De là à passer aux professionnels, comme j'entends Sébastien Lacrampe, je pense que nous en sommes très loin, que ce soit dans le domaine de la culture, je pense au cartel, ou dans le domaine du rugby professionnel. Non, nous n'en serons jamais là à Bagnères. Donc c'est plutôt au niveau des aides diverses. Alors, à ce qui concerne nos propositions, nous allons mettre en place, si nous sommes élus, un comité local de vie associative où il y aura des élus et des représentants d'associations. Par contre, discuter de tout, oui, mais l'arbitrage des subventions, non. Non, encore une fois, il y a un conseil municipal qui est élu, il y a un maire et des adjoints qui sont élus, ils ont l'exécutif et ils ont les comptes à rendre devant le conseil municipal. Donc, il y aura des limites à cet exercice tout le temps, chacun son métier. Monsieur Lacrampe, quels sont les atouts de votre liste? Les atouts de ma liste, c'est avant tout les femmes et les hommes qui la composent. Pourquoi? Parce que c'est une liste issue avec des personnalités diverses, ancrées, compétentes et réalistes. Ces personnes-là, en fait, nous nous sommes trouvés au fur et à mesure des débats en fait, que nous avons pu mettre en place au fur et à mesure des discussions. Et je suis très fier d'être à la tête de cette liste, puisque c'est vraiment une liste qui représente la population bagnérienne, dans sa diversité d'âge, de milieu social, de fonction. Donc voilà, donc, par rapport à tout ça, donc, nous nous sommes retrouvés autour des valeurs sociales et écologiques, avec une envie vraiment et un projet de vraiment remettre au centre le dynamisme économique, la responsabilité écologique et de conserver la qualité de vie. Bagnères perd 100 habitants par an. Il faut absolument stopper cette hémorragie et pour nous ça passe justement par les compétences de ces hommes et de ces femmes. Et pour eux, et pour les Bagnérais, ils vont venir apporter leur expérience de la vie et de la ville. Alors, les atouts de la liste. D'abord, c'est une liste d'intérêt général, d'ouverture. Il y a à la fois également d'ouverture, que je dis politique, la plupart étant quand même non encartés. Ensuite, il y a une stabilité avec un noyau de l'équipe, un noyau dur qui reste, puisque tous les adjoints sont restés fidèles. Mais il y a quand même 55% de renouvellement. Et 55% de renouvellement, peut-être qu'on nous reprochera, je prends les devants, comme ça ce sera fait, une moyenne d'âge peut-être un peu élevée, mais l'expérience me fait dire qu'il faut qu'il y ait quelques personnes disponibles pour travailler à la mairie. Alors on dit que c'est les services qui doivent faire, absolument faux. Les services doivent faire, mais si le tandem élu chef de service ne marche pas, la mairie ne marchera pas. Ou alors ce seront les chefs de service qui commanderont. Alors je ne crois pas que ce soit le cas. Il faut qu'il y ait effectivement une implication et une disponibilité des élus. Également, un caractère fort de cette liste que j'ai ressenti, c'est un esprit une passion, c'est le titre de notre liste, et une solidarité. Alors, les atouts de notre liste, c'est que nous sommes une liste citoyenne. Qu'est-ce qui définit une liste citoyenne? C'est la manière dont les personnes qui composent cette liste donc la manière dont les personnes qui composent ces listes sont mises en place. Donc on a défini ensemble, collectivement, qui compose cette liste, donc les 31 personnes de la liste BEC, mais aussi le programme.
D'autres atouts, notre liste, c'est que nous sommes donc, de tous les âges, de tous les milieux professionnels. Nous sommes une liste plutôt jeune, avec une moyenne d'âge environ 45 ans. Nous sommes des personnes quasiment toutes engagées aujourd'hui, engagées dans différents mouvements, dans différents milieux, au niveau de notre métier, mais aussi de des associations, des différents mouvements sociaux, les mouvements climat. Nous sommes aussi tous avec une ambition forte en matière d'écologie, en matière de justice sociale. Et voilà, nous composerons donc un conseil municipal et le conseil communautaire de manière engagée, ambitieuse et impliquée. Monsieur Casabat, dernière question. Quelle sera votre mesure phare? Difficile à dire dans un programme la mesure phare, parce que nous avons tellement de mesures qui sont prévues. Ce qu'il y a de sûr dans ce programme, nous avons mis au départ le mot attractivité. Attractivité de la ville. Alors ce n'est pas pour attirer, puisque l'attractivité c'est y compris pour les gens qui y habitent tous les jours. Donc nous avons à avoir une action là-dessus, notamment la réhabilitation du centre urbain, par exemple au niveau des logements, avant d'aller vers l'extérieur, ce en quoi je peux être d'accord avec les autres candidats. Ensuite, même si nous n'avons pas la compétence emploi, il faut qu'il y ait une action. Quand quelqu'un vient prendre un emploi à Bagnères, il faut également l'aider à s'installer au niveau des écoles, au niveau de l'habitation, au niveau de tout ce qui l'attend. Donc c'est là-dessus que nous devons avoir une action. Donc une action qui doit continuer à être forte, ce que nous avons fait à ce mandat, au niveau des aménagements urbains. Il y a encore beaucoup à faire, même si ça ne peut pas paraître une priorité. Moi, quand je rencontre les habitants, eh bien, ils me disent il y a tellement longtemps qu'on attendait, par exemple, la route de Toulouse ou les travaux d'assainissement pour ceux qui savaient. Et enfin, la mesure forte, mais celle-là, ce n'est pas écrit à l'histoire, c'est le pacte fiscal avec la communauté commune. Y arrivera-t-on? Alors la mesure phare qu'on porte déjà depuis le début de notre campagne et qui sera l'élément majeur de notre mandat, c'est la mise en place d'une véritable démocratie participative, permanente, et pour pouvoir mettre en œuvre la transition écologique nécessaire à notre territoire. Donc ça passe par différents outils de démocratie participative, mais c'est surtout une volonté forte de donner accès à l'information, à la prise de décision et à la mise en œuvre des politiques de transition qui sont mises en place sur le territoire à l'ensemble de la population de la communauté de communes, de la commune de Bagnères et donc de tous les habitants. Monsieur Lacrampe. Alors, deux mesures phares, je ne pense pas qu'il n'y en ait, parce que ce n'est pas une stratégie, une mesure phare. Parce que si votre mesure phare, vous n'arrivez pas à la mettre en œuvre, toute votre stratégie s'effondre. Par contre, c'est un changement de méthode, un changement profond de méthode dans l'administration de la ville. Le moyen, c'est tout d'abord la transparence. La transparence au niveau des décisions, la concertation, la démocratie participative doit être un de ces moyens. Justement, une démocratie réelle, finie, les réunions publiques où on vient vous expliquer un projet déjà ficelé. Et ensuite, l'évaluation. L'évaluation, on mène des politiques publiques. À un moment donné, il faut être capable de s'arrêter, de faire un point et de dire stop ou encore, ou alors on fait différemment. On évalue très peu localement au niveau des politiques publiques. Et ça, il faut savoir le faire et il faut savoir le mettre en œuvre. Donc ce n'est pas tant une mesure phare, mais c'est surtout un changement de méthode. Et ce changement de méthode-là, il permettra, en fait, grâce au vote des Bagnérés pour la liste Vivons Bagnères, de réécrire, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de Bagnères tout en respectant son passé.
À présent, vous avez un temps chacun pour vous exprimer librement, soit pour compléter l'une de vos réponses précédentes, soit pour émettre un souhait. C'est Julien Monsieur Robet Robet. Ça va démarrer. qui est en train. Tout d'abord, expliquer ce qui motive notre engagement aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a une liste citoyenne qui se présente aux élections municipales de Bagnères de Bigorre? C'est d'abord parce qu'il y a urgence. Il y a une urgence écologique, climatique, mais il y a aussi une urgence sociale et une urgence démocratique. Donc, pour nous, le projet qu'on porte de démocratie participative, de transition écologique, de territoire en transition, d'un véritable territoire en transition, c'est une réponse à ces enjeux majeurs. Donc on sait aujourd'hui que nous ne sommes pas collectivement au niveau de la société sur les bons rails pour répondre aux enjeux climatiques et écologiques. On sait que la décennie qui vient, qui s'annonce, c'est une décennie majeure pour répondre à ces enjeux. Et la bonne nouvelle, c'est que les ingrédients, en fait, pour répondre à ces enjeux, ils sont majoritairement au niveau local. Donc c'est en adaptant nos modes de vie, nos manières de travailler, nos manières de consommer, nos manières de produire, mais aussi nos manières de vivre ensemble, nos manières de véritablement faire société et prendre des décisions collectivement. Ce sont ces manières qui vont faire qu'on va bien vivre ou non les années à venir. Donc on souhaite vraiment qu'une véritable démocratie soit instaurée sur notre territoire et que des enjeux, que des décisions fortes et ambitieuses soient mises en place le plus tôt possible et de la meilleure manière qui soit pour le bien de tout le monde. Alors, quelques précisions d'abord. En ce qui concerne la police municipale et la tranquillité publique, il est certain que si nous sommes élus, la première mesure, ce sera de changer le fonctionnement, les horaires, tout le système actuel. La vidéoprotection, en concertation avec les habitants, il y aura de la vidéoprotection. Il y a des coins où il en faut absolument, ça aide à sortir certaines affaires très rapidement. On en a eu des preuves récentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut démultiplier et abuser de cela. Mais il faut trouver un juste milieu. En ce qui concerne les associations, une précision aussi, je vous ai parlé d'un comité local de vie associative, mais le but aussi, c'est que, en liaison avec les services municipaux, on puisse apporter, tous les dirigeants d'associations sont tessorés, les bénévoles sont tessorés. Il faut qu'on arrive à apporter une aide au niveau des secrétariats, côté informatique, côté technique, ils ont besoin d'un soutien. Sinon, on va perdre du tissu associatif. Ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir les portes à tout va, parce qu'on n'en aura pas les moyens. Enfin, en ce qui concerne les décisions et la transparence, je pense que les élus, souvent, nous avons la place que nous méritons. Lorsqu'il y a une décision qui est prise en conseil municipal, bien sûr, elle va être publiée puisqu'il y a des règles, mais il y a toute une préparation en commission, en groupe de travail, voire en discussion avec la population pour certaines décisions qui impactent la vie de quartier. Il ne faut pas louper ces échéances-là. C'est trop facile de dire après, c'est pas transparent. Quand je vois des maires à la communauté commune qui ne posent jamais une question, je dis, tant pis pour eux, s'ils n'ont pas compris. Il faut poser des questions. Et enfin, je regretterai, à l'issue de ce débat, qui pour moi s'est parfaitement déroulé avec le respect, je regretterai l'absence du
du candidat François Roux, c'est pour quelqu'un qui prône le dialogue, qui me reproche le manque de transparence et d'opacité, mais il avait occasion de venir débattre. Je ne connais pas son programme qui doit sortir, mais nous aviserons à ce moment-là, puisque nous n'avons pas pu échanger. Moi, je vais reprendre le dernier sujet évoqué par mon adversaire Claude Casabat, ici présent. Tous les trois ici, nous avons fait la démonstration que nous sommes en capacité d'accéder aux responsabilités pour la simple et bonne raison que quand on est responsable, ça implique une certaine dose de courage aussi. Le courage, c'est savoir se présenter devant la population pour énoncer l'ensemble de ses idées. Fuir le débat, c'est fuir la démocratie. Donc, quand on se prône de vouloir être un homme public et de vouloir être maire de Bagnères, je pense que les Bagnérés méritent un maire qui est en phase avec les règles de la démocratie. Ça c'est la première chose. Ensuite, je vais vous dire pourquoi il faut voter pour nous. Il faut voter pour nous pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, Bagnères a besoin d'un nouvel élan, d'un plan de relance qui soit autant économique qu'humain. Et grâce aux hommes et aux femmes et aux hommes qui sont sur la liste, ils vont apporter toute leur expérience de la vie et de la ville. Et quand j'entends par expérience de la vie, on a tout un chacun connu des moments difficiles, d'autres et après ensuite des réussites, mais c'est tout ça qui fait que nous sommes vraiment en phase et vraiment à l'image de ce qu'est la vie du Bagnéré aujourd'hui et de la Bagnéraise. Donc j'ai envie de vous dire le 15 mars, n'oubliez pas, votons Vivons Bagnères. Il va y avoir un deuxième tour. Un deuxième tour. Pour le deuxième tour, je me permets de répondre à M. Casabat sur la vidéoprotection. Nous, de notre côté, nous souhaitons absolument pas mettre en place de vidéoprotection sur le territoire. Nous pensons que la vidéoprotection est une privation des libertés individuelles. Nous pensons que surtout elle demande des moyens coûteux, économiquement mais aussi écologiquement, car c'est encore plus de numérique, et qu'en plus elle est inefficace pour répondre aux soucis d'incivilité qui peut y avoir à Bagnères dans notre petite ville. Donc notre projet, sinon de manière plus générale, encore une fois, c'est de donner les moyens aux habitants de bien comprendre les enjeux actuels, les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, les enjeux démocratiques, et de mettre en place les outils nécessaires à la compréhension, mais surtout les moyens d'agir concrètement et de décider ensemble ce qui se passera pour l'avenir de notre territoire. Donc, pour terminer, effectivement, on vous invite toutes et tous les 15 et 22 mars à voter Bagnères Écologie Citoyenne. Vous voterez pour une liste écologiste, vous voterez pour une liste de gauche et vous voterez pour vous rendre le pouvoir. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement que nous avons un bilan qui vient garantir un peu, d'ailleurs c'est ce que vous verrez dans le programme que nous allons distribuer. Pour moi, je n'aime pas les phrases avec 10 adverbes. Il y a ce que nous avons réalisé et ce que nous allons faire. C'est ce que nous faisons apparaître dans notre programme. Sur les 3 dernières années mandat, ce que l'on avait dit, nous l'avons fait. Et beaucoup nous disent, vous avez fait beaucoup plus en 3 ans qu'il ne s'est fait toutes ces dernières années. Donc ça me conforte dans la même idée de gérer, de faire évoluer, d'avoir la porte ouverte à la jeunesse, de s'occuper de nos aînés, puisqu'il y a une population importante de cet âge-là, d'avoir une porte également ouverte
tout ce que je peux entendre qui est défendu par Julien Robet par rapport à l'écologie, à toutes les questions environnementales. Bien sûr qu'il faut être ouvert là-dessus. Et je crois que nous en avons déjà fait preuve. Donc, à partir de ce bilan, de ces engagements qui, je pense, auront une crédibilité puisque nous avons déjà prouvé, eh bien, je vous demanderai tout simplement de voter pour la liste que je conduis, qui est la liste « Partageons une passion », Bagnères de Bigorre. Maintenant, c'est à vous de conclure, Sébastien Lacran. Une fois de plus, je remercie mes deux adversaires de s'être déplacés et pour assister et participer à ce moment de démocratie. Et ensuite, n'oubliez pas les 15 et 22 mars, donc votez pour la liste Vivons-Bagnères. Eh bien, on vous remercie tous d'avoir participé à ce moment inédit quand même pour une ville de moins de 8000 habitants. Donc on est très fiers d'avoir organisé ce débat. Et merci beaucoup de l'avoir fait vivre, parce que sans vous, évidemment, il n'aurait pas eu lieu. Voilà. Donc à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Merci.